Et bonjour, mon nom c'est Tera Léger-Goods. Je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM et je m'intéresse particulièrement au vécu des enfants, notamment dans des situations existentielles comme celle de la crise climatique et aux émotions que ça peut amener. Puis, j'utilise des approches de dialogue philosophique et de créativité plus artistique pour aller parler de ces enjeux-là. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les arts et le dialogue philosophique à l'école, donc des approches complémentaires pour soutenir la santé mentale plus en général chez les enfants. Et j'ai le plaisir de partager avec ma collègue Jasmine Piché. Je vais te laisser te présenter. Oui, merci Tara. Donc, c'est ça, je m'appelle Jasmine Piché. Je suis étudiante de dernière année, donc quatrième année au baccalauréat en psychologie appliquée à l'Université Bishops. Donc, je compte poursuivre mes études au doctorat clinique l'an prochain. Puis, mes intérêts portent beaucoup sur le développement psychosocial de l'enfant, sur les arts, le dialogue philosophique évidemment, et aussi sur la littérature jeunesse et la méditation et la pleine conscience en milieu scolaire. Merci. Et donc, on est toutes les deux supervisées par Dr. Catherine Malbeuf-Urtubis, qui pouvait malheureusement pas être là aujourd'hui. Elle est en Australie pour le travail. Donc, je tiens quand même à la remercier là, pour son soutien dans cette présentation, les projets de recherche et tout ça. Donc, sans plus tarder, on va passer un petit peu sur la santé mentale, la théorie de l'autodétermination, puis pour venir dans les approches pour soutenir l'autodétermination chez les enfants, la santé mentale, qui sont la création artistique, le dialogue philosophique. On va décortiquer un peu ces deux approches-là et on va vous présenter un projet de recherche qu'on a mené l'année dernière. Donc, on va passer un petit peu de temps sur l'intervention, c'est quoi les différents éléments de euh, création artistique et dialogue philo, quelques résultats de ce projet de recherche-là, les retombées et les recherches futures. Donc, pour commencer, vraiment, ce qui est à la base de tous nos projets, c'est la santé mentale, en même temps psychologie. Donc, la santé mentale, c'est souvent défini, vous avez peut-être déjà entendu, comme étant plus que l'absence de symptômes. C'est vraiment un état de bien-être mental qui nous permet vraiment d'affronter comme les différentes sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, d'apprendre, de travailler, de contribuer à notre communauté. Donc, c'est quand même un concept qui est complexe et la santé mentale peut varier d'une personne à l'autre avec divers degrés de difficulté ou des manifestations de souffrance qui peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Et je voulais quand même prendre le temps de vous présenter un petit peu différents concepts. Donc, on parle d'une santé mentale florissante qui peut être présente lorsque il y a un trouble mental ou lorsqu'il n'y a pas présence de trouble mental. Donc, c'est quand même possible d'avoir cette santé mentale florissante, dite incomplète, mais quand même une bonne santé mentale en présence de troubles de santé mentale. Donc, comme nous savons tous, la pandémie a eu quand même plusieurs impacts sur la santé psychologique et la santé mentale. Euh, Chez les jeunes, on remarquait beaucoup un manque de connexion au niveau des relations sociales, une augmentation du temps d'écran aussi, puisque l'école se faisait en virtuel. Les relations sociales aussi qui ont été affectées, c'était plus difficile parce que justement, les jeunes n'avaient plus leur cercle social habituel. Donc, on vous a fait un beau petit graphique ici avec les données du rapport de la santé publique en mars 2023. Donc, comme on peut voir, l'impact de la pandémie ben, peut encore se poursuivre hein, jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, ici, on vous a mis le niveau de détresse psychologique rapporté chez les jeunes selon la santé publique du Québec. Donc, on peut voir quand même qu'on avait un bon 58 des jeunes au Québec qui rapportaient avoir un niveau de détresse psychologique tu sais, moyen. Puis, on avait quand même un 14 qui rapportait avoir un niveau de détresse psychologique élevé. Euh, on avait aussi en fait, près de la moitié des jeunes qui étaient préoccupés par leur avenir scolaire et leur avenir professionnel. Puis ça, je vais vous en parler un petit peu plus dans la prochaine slide. Oui, justement ici. Donc, c'est ça au niveau de la motivation scolaire.
On avait plus du tiers qui déclaraient un retard dans leurs études, puis aussi une démotivation face à leur parcours académique et de moins bons résultats scolaires. Donc, comme qu'on peut voir dans le petit graphique qu'on vous a fait ici aussi, des données du rapport de la santé publique aussi en 2023, on avait quand même presque 50 des jeunes qui rapportaient une baisse au niveau de leur motivation scolaire. Oui, super. Donc, Terra l'a mentionné rapidement tantôt, la théorie de l'autodétermination. Vous avez peut-être déjà entendu ce concept-là, qui est en fait une théorie qui joue un rôle quand même assez important dans la santé psychologique et mentale des jeunes et des adultes aussi, là, en général. Donc, on a nos trois besoins fondamentaux, psychologiques fondamentaux, en fait, pardon. Donc, la compétence, l'autonomie et l'affiliation. Je vais passer rapidement vous donner une petite description là, de chaque. Donc, la compétence, en fait, ben, c'est le besoin de se sentir efficace, donc le sentiment de je suis capable de. Donc, être capable d'avoir un impact dans ses interactions avec notre environnement social. Fait que ça peut impliquer de rechercher des occasions pour pouvoir développer ou démontrer nos compétences, puis aussi notre maîtrise de nos activités. Pour les enfants, souvent, ben, c'est de créer des environnements qui vont justement favoriser le développement de leurs compétences puis de leurs capacités. C'est comme ça qu'on peut les encourager à relever des défis, leur donner des commentaires constructifs. En les félicitant, ben, ils vont pouvoir développer justement ce sentiment de compétence-là. Reconnaître leur réussite aussi, ça peut contribuer justement au développement du sentiment de compétence chez les jeunes, puis qui va par la suite ben, créer un sentiment de bien-être chez eux. On a aussi l'autonomie. Donc, ça, c'est le sentiment d'être en contrôle, hein, avoir le choix sur ses actions, sur ses décisions, qui aussi prendre des choix qui vont correspondre avec nos valeurs, avec nos intérêts personnels. Donc, pour promouvoir le sentiment d'autonomie chez les enfants, souvent, c'est de les encourager, de respecter leur point de vue, pour que les enfants puissent exprimer qu'est-ce qu'ils pensent, de leur laisser des choix aussi, hein, pour que les enfants puissent choisir par eux-mêmes quand c'est possible. Puis sinon, de les encourager à prendre de l'initiative aussi, choisir par eux-mêmes. Puis bon, la recherche prouve aussi que, supporte en fait que lorsque le besoin d'autonomie chez les enfants est satisfait, ils vont être plus susceptibles de développer une image positive d'eux-mêmes, puis par le fait même, ben, de ressentir un plus grand bien-être. Le troisième besoin psychologique fondamental, qui est l'affiliation. Donc, ça, c'est tout ce qui est connexion sociale, appartenance sociale, relation avec les autres. Donc, en d'autres mots, c'est pouvoir aimer et se sentir aimé en retour. Donc, encore une fois, ça va sans dire que les interactions sociales puis les environnements sociaux positifs ben, vont contribuer au bien-être des enfants. Puis tout ça est relié aussi avec la motivation que je vais pouvoir vous parler sur la prochaine slide. Donc, lorsque nos trois besoins fondamentaux sont satisfaits, on va avoir tendance à être plus motivé, plus engagé. La motivation va venir de l'intérieur et non de l'extérieur. Puis tout ça va pouvoir être relié avec le bien-être. Donc, ici, on vous a fait un petit tableau juste pour vous montrer un petit peu les différentes sources puis les différents types de motivation. Fait qu'à gauche, on a en fait le manque de motivation, en fait. Puis après ça, au milieu, on a tout un spectre de motivation qu'on dit extrinsèque, fait qu'une motivation qui vient d'une source extérieure. Fait que si je prends par exemple la régulation externe, qui est une source de motivation externe. Le meilleur exemple que je pourrais peut-être vous donner, c'est par exemple un parent ou un professeur qui doit trouver une source de motivation pour pouvoir motiver le jeune parce que le jeune, il n'a pas l'air de motiver. Donc, un bon exemple que vous savez sûrement tous, c'est l'utilisation de renforcement. Fait que si, par exemple, le jeune fait ça, ben voici, je vais pouvoir te donner une récompense, hein, qui va être une source de motivation externe. Ou sinon, au contraire, on a aussi ben, la punition. Donc, par exemple, si le jeune ne trouve pas la motivation de, ben là, il va avoir cette punition-là. Donc, juste pour donner un petit exemple. Puis, dans le fond, je mentionnais tantôt, quand on a nos trois besoins psychologiques fondamentaux qui sont satisfaits, ben, on va tendre plus vers le côté droit de ce spectre-là de la motivation, qu'on dit une motivation intrinsèque, donc interne.
Fait que, tu sais, on n'a pas besoin d'être motivé par quelque chose qui va être à l'extérieur de nous. C'est vraiment par intérêt, parce que c'est satisfaisant pour nous, parce que c'est plaisant. On aime ça, faire qu'est-ce qu'on fait. Donc, la motivation vient vraiment de l'intérieur. Puis c'est ce qu'on veut viser idéalement. Et donc, la question qu'on s'est posée puis qu'on va vous présenter pour le reste de cette conférence, comment soutenir la santé mentale des enfants par la satisfaction des besoins psychologiques de base. Donc, on vous propose une petite combinaison de deux approches qu'on pourrait dire complémentaires. Donc, on a la création artistique et le dialogue philosophique, que je crois Terra va vous présenter, oui, dans les prochaines slides. Hmm. Donc, d'abord, on utilise la création artistique comme une approche qui est thérapeutique. L'Association des arts thérapeutes du Québec va décrire cette approche thérapeutique comme une démarche d'accompagnement thérapeutique qui utilise les matériaux artistiques, le processus créatif, l'image et le dialogue et vise vraiment l'expression et la conscience de soi. Donc, l'art-thérapie et la création artistique, vraiment comme approche thérapeutique, euh, va améliorer l'introspection des gens, donc des enfants, des jeunes, l'expression de ces émotions-là, la créativité en général, et par le fait même, la régulation des émotions et la flexibilité cognitive. Et pour les enfants, il y a certains auteurs qui avancent même que l'expression artistique, en fait, ça pourrait être plus accessible que la communication verbale des émotions. Donc, vraiment de passer euh, par la création, ce serait peut-être un outil qui faciliterait cette expression émotionnelle. Donc, je vous présente un modèle rapidement comme un cadre théorique et vraiment pratique qui permet de décrire les différentes manières dont les personnes qui utilisent les matériaux artistiques et ça reflète le processus thérapeutique et créatif en art-thérapie. Donc, on a comme trois différents niveaux, disons, euh, où est-ce que les gens peuvent entrer en contact avec l'expression et le volet plus créatif. Donc, d'abord, on a le continuum kinesthésique et sensoriel, où est-ce que on va vraiment utiliser tout ce qui est un peu préverbal, le toucher, tous les sens sont vraiment utilisés dans ce niveau-là. Donc, on va utiliser des approches de pâte à modeler, d'argile, la peinture à doigts, même la danse. Et à ce niveau-là, on est vraiment très peu dans le cognitif. On va laisser aller par le corps, par cette connexion corporelle pour venir ramener cette connexion-là au vécu et aux émotions. Ensuite, on peut monter dans le niveau qui est plus perceptuel et affectif, où est-ce qu'on passe de l'expérience physique à plus l'utilisation pour un produit final expressif. Donc, on pense déjà un petit peu plus à ce qu'on veut créer et ça correspond un petit peu à des niveaux de développement. Donc là, où est-ce que les enfants peuvent commencer à exprimer leurs émotions, leurs besoins, leurs points de vue. On utilise souvent la recherche de différents points de vue pour comprendre que différentes personnes, différents moments, on peut avoir différents points de vue. Et du niveau affectif, c'est là qu'on va rechercher beaucoup l'exploration émotionnelle. On va utiliser des matériaux qui sont plus fluides, comme la peinture, où est-ce qu'on a moins de contrôle. Donc, on va explorer les émotions qui peuvent émerger à partir de là. Et finalement, on peut aussi explorer le niveau plus cognitif et symbolique avec l'art, où est-ce qu'il y a un traitement d'information qui est un peu plus complexe, disons, où est-ce qu'il faut plus planifier. Il y a plusieurs étapes souvent dans la création, où est-ce qu'on veut passer un message, euh, parfois avec une symbolique. Donc voilà. Et je vous présente ça parce que avec les enfants, on va être beaucoup plus dans les niveaux perceptuels affectifs et kinesthésiques sensoriels. Et c'est important donc d'utiliser plusieurs médiums pour aller travailler ces différents aspects-là, où est-ce qu'on va avoir des conforts parfois, des médiums qui sont plus accessibles et des défis, des médiums qui sont plus euh, difficiles à utiliser.
Donc, voilà. Alors, pour nous, on travaille vraiment plus avec les niveaux plus de base de ce continuum-là. Et la création artistique a vraiment été trouvée pour favoriser ben, l'autonomie dans la création. On va laisser beaucoup de liberté dans le choix des médiums, dans le contenu de ce qui va être créé. On va aussi favoriser les sentiments de compétence, encore une fois, avec divers matériaux. Mais là, à certains moments, il y a des enfants qui se sentent super compétents avec certains matériaux, d'autres moins. Euh, et on va donc moduler aussi les attentes quant aux produits finis euh, de l'art. Et on voit aussi qu'il y a une augmentation de cette motivation intrinsèque dont on a discuté. Donc, on essaye de regarder le processus artistique en soi et non l'œuvre finale comme étant importante. On en parlait tantôt, mais des fois, c'est parfois un petit peu un défi aussi. Donc, c'est tous ces différents niveaux-là que la création artistique peut être vraiment une approche thérapeutique. Et on voit aussi que la création, faire de l'art peut aussi favoriser l'expérience de flow. Euh, donc, le flow, c'est euh, comme un état de concentration sans effort, où est-ce qu'il y a une perte un peu de conscience de soi, euh, de sentiment de contrôle, de conscience de l'action qu'on fait. Il y a même des gens qui expérimentent des changements dans leur expérience du temps. Et donc, les personnes se sentent intensément concentrées. Et encore une fois, ça, c'est lié à la motivation intrinsèque, le plaisir, le bien-être, le goût de faire quelque chose pour faire cette chose-là et non, encore une fois, le produit fini. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont expérimenter ça avec l'art. Et on voit que cette expérience de flow-là se retrouve où est-ce que le défi est quand même assez élevé. Donc, c'est pas lorsqu'on fait des activités qui sont très, très, avec un défi très faible, mais il faut aussi qu'il y ait un niveau de compétence élevé. Donc, si la personne ne sent pas qu'ils ont un niveau de compétence, de maîtrise par rapport ici à l'art, aux matériaux utilisés, ben là, ils vont peut-être être plus dans l'inquiétude et l'anxiété par rapport à l'activité. Donc, on essaie de maintenir ce niveau de maîtrise-là avec les enfants, donc d'utiliser des matériaux qui sont accessibles, ou est-ce qu'ils vont se sentir compétents. Mais on va essayer de les amener juste aussi sur le bord d'avoir un défi quand même qui va être souvent dans le thème ou ce qu'on les amène à faire avec l'art. Et donc, comme je disais, l'engagement dans les activités d'art pourrait permettre cette expérience de flow si le défi est assez grand et aussi assez accessible. Donc, le deuxième choix qu'on a fait comme approche, c'est le dialogue philosophique. Donc, on parle ici vraiment d'une communauté de réflexion où est-ce qu'on utilise un stimulus pour débuter cette dite réflexion. Donc, ça peut être une question, une image, une vidéo. Par exemple, avec les enfants, on va demander c'est quoi la peur? Et ça va être vraiment, comme le nom le dit, un dialogue, une discussion sur ce thème philosophique, parfois existentiel même, pour discuter de ces questions qui sont assez importantes, fondamentales et que les enfants se posent souvent déjà. Donc, ça crée cet espace-là pour parler de ça et passer le message aux enfants qui ont le droit d'avoir ces questions-là et que leur opinion est importante et qui ont cet espace-là pour réfléchir, partager entre eux. Ça ramène un petit peu à la psychologie existentielle, donc l'importance de poser ces questions fondamentales-là, et un peu aussi à la thérapie de groupe, où est-ce qu'on a des discussions sur des thèmes communs, puis tout le monde s'apporte souvent quelque chose. Donc, voilà, comme je disais, philo pour enfants et psycho-existentiel. Donc, le dialogue philosophique avec les enfants va vraiment favoriser le développement des habiletés de pensée, de communication, d'esprit critique et créatif. Ça va favoriser chez les enfants l'écoute active, donc pratiquer à écouter les autres, l'empathie aussi, mais également l'estime de soi, la capacité à exprimer ses propres idées.
Puis tout ça, ça permet donc d'augmenter le sentiment d'autonomie parce que les enfants sont encouragés à penser par et pour eux-mêmes. Donc, ils ont vraiment un contact avec leurs valeurs, leurs pensées. Ils ont aussi une augmentation de leur sentiment de compétence parce qu'ils ont cette capacité à former leurs idées et à les communiquer avec les autres. Et finalement, ça pourrait aussi augmenter l'affiliation. Donc, juste de discuter dans le contexte de groupe, de se sentir compris ou comprise, va augmenter le sentiment d'affiliation. Et donc, on propose d'utiliser cette... Oh non! OK, c'est bon. On propose donc d'utiliser cette approche-là pour vraiment amener ces trois besoins psychologiques de base à travers une seule activité. Et en fait, de faire face à ces questions existentielles-là, ça a été vraiment associé à un meilleur bien-être chez les enfants à l'âge primaire, mais également chez les jeunes au secondaire. Donc, c'est associé à moins de symptômes d'anxiété, une meilleure motivation scolaire, moins de décrochage scolaire, d'amener le dialogue philosophique en classe, par exemple. Mais le dialogue philosophique a été un peu moins utilisé parce que c'est très cognitif. Il n'y a pas beaucoup de connexion aux émotions. Donc, en psychologie, on utilise moins ces approches-là. Et donc, c'est important d'aussi créer l'espace pour l'introspection plus émotionnelle. Donc, à cause de ces lacunes-là, on a décidé d'amener l'art, qui est ce mode de communication un peu alternatif au langage verbal des émotions. Il y a un contrôle décisionnel aussi à travers l'art. L'introspection est vraiment encouragée. Et donc, les deux pourraient être vraiment plus vraiment venir ensemble, se complémenter pour favoriser l'autodétermination et la motivation et donc la santé mentale des enfants. Alors, on a appliqué ces théories dans un projet de recherche qu'on a mené l'année dernière. Euh, Juste aussi pour dire, ça fait quand même quelques années qu'on a ces réflexions-là, qu'on a testé la philo, le dialogue philosophique tout seul, l'art un peu plus toute seule. Et puis là, on est rendu à un moment où est-ce qu'on veut les combiner pour venir voir ces effets un peu plus cumulés ensemble pour voir si ce serait aidant en classe pour discuter des émotions. Donc, le projet de recherche qu'on vous présente aujourd'hui était avec des enfants d'une école primaire avec des troubles de langage. Donc, on avait des plus jeunes de deuxième année, puis aussi une classe plus vieille de 5-6e année ou 4-5-6e année. Donc, c'était des classes pour des enfants avec des troubles de langage, soit réceptifs ou expressifs. Donc, c'est des classes combinées avec parfois plusieurs niveaux. Euh, on parle du trouble de langage, qui est un terme générique là, pour les troubles dans le domaine de la communication, que ce soit plus réceptif ou expressif. Et puis, on a été approché par cette école-là, par ces classes spécifiquement, parce que c'est des enfants qui ont particulièrement de la difficulté justement à communiquer leurs émotions, leur vécu. Donc, ils ont approché Catherine pour trouver peut-être une façon justement d'intégrer ça en classe pour permettre aux enseignantes d'avoir un petit peu plus d'informations sur le vécu émotionnel des enfants. Donc, le trouble de langage va toucher à peu près 9 à 13 de la population générale, donc c'est quand même assez présent. Et on voit aussi d'autres difficultés ou des comorbidités avec trouble de spectre de l'autisme, le trouble TDAH, la dépression, l'anxiété. Il va y avoir aussi des difficultés scolaires, des difficultés sociales chez ces enfants-là. Donc, c'est important d'aller dans ces classes-là ou de rejoindre ces enfants-là pour favoriser leur santé mentale. Et donc, on a vu le besoin identifié qui est d'adapter des thérapies qui sont plus parlées en intégrant des composantes qui seraient moins verbales, euh, d'où la création artistique. Donc, on était vraiment à un projet de recherche qui était assez base. On est allé regarder plus l'acceptabilité de l'intervention perçue par les enfants et l'enseignante. Il y avait deux enseignantes de ces deux classes-là et les bienfaits perçus de l'intervention par les enfants et encore les enseignantes. On a utilisé un modèle d'acceptabilité. Donc, pour aller voir c'est quoi l'acceptabilité de cette intervention-là.
L'acceptabilité, c'est un construit à plusieurs facettes qui peut être défini de plusieurs façons. On a choisi l'approche de Second et ses collègues. Donc, c'est ça, un construit à plusieurs facettes qui reflète à quel point les personnes qui reçoivent l'intervention la trouvent appropriée, basée vraiment sur leurs expériences qui sont plus cognitives et émotionnelles. Donc, on regarde plusieurs composantes comme leurs attitudes affectives, les émotions, le fardeau de participer, l'éthicalité, est-ce que l'intervention est adaptée au système de valeurs des gens, la cohérence de l'intervention, est-ce que les participants comprenaient l'intervention, comment elle fonctionne, pourquoi on fait ça, les coûts d'opportunité, à quel point les bienfaits ou les valeurs doivent être abandonnés pour participer à l'intervention, l'efficacité perçue par les participants, à quel point l'intervention est perçue comme étant susceptible d'atteindre ses objectifs, et finalement, l'auto-efficacité, donc la confiance des participants de pouvoir faire ce qui était attendu d'eux dans l'intervention. Donc, on a utilisé un devis descriptif qualitatif avec 20 enfants, avec un trouble du langage, comme je disais, dans 2 classes d'une même école primaire et leurs 2 enseignantes. On a obtenu le consentement des parents, l'assentiment des enfants et le consentement des enseignantes. Et pour les données, donc, c'est un devis qualitatif, c'était des données plus qualitatives. On ne regardait pas des nombres ou des changements dans des moyennes, mais plutôt, on est allé observer durant les ateliers. On a pris des notes d'observation, on a pris les enregistrements des discussions, ce qui a été dit pendant les activités d'art et de dialogue philo. On a fait des entretiens semi-dirigés avec les enfants où est-ce qu'on est allé leur poser des questions pour aller explorer l'acceptabilité. Et on a fait des entretiens avec les 2 enseignantes séparément pour également aller voir comment ils ont perçu l'intervention, qu'est-ce qu'ils recommanderaient. Et puis, on a analysé ça de façon thématique, donc voir les thèmes qui émergeaient de façon inductivement, donc qu'est-ce qui ressortait sans qu'on prenne vraiment de cadre, mais aussi de façon inductivement, donc ce qui ressortait à partir du cadre de l'acceptabilité. On est allé vraiment regarder chaque point. Donc, je vais laisser Jasmine présenter l'intervention. On va aller comme semaine par semaine pour un peu vous donner une idée de ce que les enfants ont fait dans cette intervention-là. Oui, exactement. C'est ça. Fait qu'on on voulait pas s'éterniser non plus là-dessus, mais juste vous présenter des petites photos des œuvres que les enfants ont fait, puis vous parler un petit peu aussi du choix du médium artistique, puis du choix du thème, juste pour vous donner des petites idées, puis vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, la semaine 1, c'est l'activité du dessin moche, en fait. Fait que le but de cette activité-là, c'est vraiment, on dit aux enfants, ben, le but, c'est pas quelque chose de faire, le but n'est pas de faire quelque chose de beau, c'est juste de dessiner comme un gribouillis ou quelque chose qu'on fait comme, oh, tu sais, c'est pas, ça n'a pas l'air beau. Fait qu'on met beaucoup, encore une fois, le focus sur le processus, hein, et non le résultat final de l'art. Euh, Puis, on fait comprendre aux enfants que ben, la beauté, ça peut être subjectif. Ben, en fait, c'est subjectif. Donc, ça vient rejoindre notre discussion philo sur c'est quoi la beauté et comment c'est perçu chez les enfants. Et ensuite, la deuxième semaine, donc là, on va aller utiliser des mouvements. Donc, faire un petit exercice, petite activité sur la danse des émotions. Donc, ça, en gros, dans le fond, on fait juste nommer une émotion après l'autre. Puis, les enfants doivent bouger au rythme de la musique, puis mimer, dans le fond, l'émotion que, par exemple, si on dit la tristesse, ben là, les enfants vont devoir danser selon eux. La tristesse, ça ressemble à quoi en mouvement? Donc, une alternative qui est vraiment cool à faire. Après ça, semaine 3, on avait la sculpture de sa famille. Donc, le thème, c'était représenter sa famille. Puis là, ben, on a utilisé, c'était de la pâte à modeler, je crois, si je ne me trompe pas, hein. Les images ça ressemblent à de la pâte à modeler, oui, c'est ça. Puis, fait que les enfants, dans le fond, peuvent créer, ils ont le choix de créer leur famille, la représenter de la façon qu'ils veulent. Puis, on voit des petits bonhommes en pâte à modeler. La semaine 4 sur le thème de l'identité. Donc, souvent, dans cette intervention-là, puis dans d'autres interventions aussi, on a fait l'autoportrait. Hein, donc, comment que les jeunes se perçoivent eux-mêmes, comment ils se dessineraient ou comment ils se construiraient. Là, on utilisait le Lego.
qui est quand même un médium assez aimé généralement par les enfants. Donc, c'est ça de pouvoir explorer aussi la motricité des mains, donc en jouant avec des Legos. Puis ensuite, on anime une petite discussion sur l'identité. Euh, puis c'est ça. Danser comme un animal. Donc, une autre petite activité sur les mouvements et la danse. Donc, de prendre en considération justement ce contact avec le corps. Souvent, c'est aussi la danse, ça l'amène les jeunes en dehors de leur zone de confort. Hein, ça peut être gênant au début de se lever devant la classe puis d'aller danser. Même en tant qu'adulte, parfois, on peut comprendre que c'est gênant. Fait que c'est un beau défi euh, pour les jeunes de pouvoir justement exprimer en mouvement, en dansant, ces émotions-là puis ces sentiments-là. La semaine 6, on arrive vers la fin. Oui, la sculpture d'un espace sécurisant et apaisant. Donc ça, on donne... tu sais, les instructions, c'est très, très, très flexible. Donc, on demande aux enfants de penser à un endroit dans lequel ils se sentent sécures, puis un endroit qui pourrait les apaiser aussi, un endroit relaxant. Voilà, on a mis deux petites photos des œuvres en pâte à modeler que les enfants ont fait. Puis encore une fois, bon, ben, ça va être suivi d'une petite discussion sur un environnement qui est paisible. Et la semaine 7, on l'a mentionné tantôt, la peur, qui est un thème qu'on utilise aussi souvent, un thème qui est très, très fun à explorer avec les jeunes. Et puis ici, on aurait utilisé la méthode du Lego. Donc, le but de l'exercice, c'était seulement de faire quelque chose qui nous faisait peur, puis après ça, de pouvoir en discuter, pouvoir partager avec les autres. Ah, ben moi, ma peur, c'était ça. Les autres ont une peur différente ou peut-être une peur semblable. Donc, voilà, on a trois bels exemples de constructions qui ont été faits par les jeunes ici. Puis la dernière semaine, c'est souvent un récapitulatif des activités. Donc, on demande aux jeunes de faire un dessin sur ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes, ce qu'ils ont découvert. Puis après ça, ben, on fait les entretiens en fait avec les enfants aussi souvent. Donc, juste un petit récapitulatif des activités. Ouais. Merci, Jasmine. Donc, voilà, vous avez vu que c'est une diversité vraiment de thèmes. On va réutiliser certains médiums pour que les enfants sentent qu'ils peuvent se pratiquer un petit peu, puis peut-être d'une fois à l'autre sont plus confortables également. Euh, et voilà. Donc, ce qui est ressorti des entretiens avec les enfants, avec les enseignantes, nos données d'observation, on a réécouté aussi tous les enregistrements des discussions. Donc, on a divisé ça en comme trois sections. Donc, l'acceptabilité de l'intervention, la faisabilité aussi de l'intervention et finalement les effets perçus par nos participants. Donc, d'abord, l'intervention était perçue comme acceptable par les enfants et les enseignantes. Il y avait des attitudes très positives. Les enfants disaient souvent c'était le fun, c'était cool, c'était amusant, j'ai aimé ça. Puis il n'y a aucune attitude négative qui est ressortie. Les enfants disaient qu'ils étaient très à l'aise durant les ateliers de création, durant les discussions, ce qui était aussi un petit peu un stress initialement, étant donné les troubles de langage, mais avoir leur œuvre artistique pour amener la discussion, de pouvoir pointer certains éléments, de pouvoir juste parler de certaines couleurs, par exemple, c'est vraiment plus accessible pour ces enfants-là. Ensuite, au niveau du fardeau de l'intervention, on a vu plutôt une diminution du fardeau pour les enseignantes. Je pense qu'on va vous présenter quelques verbatims de ce que les enseignantes nous ont dit, mais euh, elles ont partagé vraiment vouloir soutenir la santé mentale de leurs élèves, mais que leurs tâches, en fait, étaient déjà tellement remplies qu'ils n'avaient pas le temps de faire ça. Donc, ça a un peu diminué ce fardeau-là qu'elles se mettaient elles-mêmes de prendre soin de la santé mentale des enfants, en fait. Et en général, ce qui ressort, c'est qu'il y a très peu d'efforts pour participer. C'était très plaisant, au contraire.
Au niveau de l'éthicalité, donc, l'intervention était adaptée vraiment au système de valeurs des enseignantes. Comme je disais, elles voulaient vraiment prendre ce temps-là pour parler de la santé mentale, de créer cet espace-là pour partager les émotions. C'était vraiment quelque chose qui était important pour elles. On voyait aussi un intérêt prolongé chez les enfants, donc la créativité, ça les intéressait vraiment et donc sont restés intéressés tout au long de l'intervention. Puis, au niveau de la cohérence, on voit que les enfants avaient quand même de l'expérience avec la création artistique, mais plus avec justement cette idée du produit fini et de l'esthétique. Mais ils ont rapidement compris et appliqué notre différence de regarder plus le processus, de prendre le temps d'être dedans. Ils étaient capables de relâcher leurs attentes en général, puis qu'au courant des semaines, on voyait que c'était de plus en plus compris à ce niveau-là. Les enfants et les enseignants rapportent aussi que les consignes étaient très claires. Les enfants se mettaient souvent rapidement à la création après les instructions. Puis c'était apprécié aussi de briser un peu la routine scolaire et faire une activité non académique en classe plutôt que de sortir de la classe et de faire ça avec un autre professionnel, par exemple en art, mais quelque part d'autre. Là, c'était en classe avec leur enseignante, puis ça, c'était très apprécié. Donc, par exemple, il y a une enseignante qui nous dit à ce moment-là, donc durant la création, les enfants étaient très, très calmes, beaucoup plus que d'habitude, et ils faisaient les ateliers, donc démontrant vraiment que les enfants étaient absorbés dans la tâche. Il y a une enseignante qui me dit qu'elle a vraiment aimé être observatrice de mes élèves, ce que je peux faire comme jamais, parce que je suis toujours en train de planifier l'activité, de la mener et puis de les soutenir quand ils font. Et là, c'était même une surprise pour moi et j'étais vraiment en position d'observatrice et j'ai vraiment aimé ça. Parfois, c'était comme ah, OK. Donc, l'enseignant disait que d'être dans cette posture-là lui a permis de comprendre certaines choses par rapport à ses élèves. Comme je disais tantôt par rapport à soutenir la santé mentale, une enseignante me dit, tu sais, c'est pas dans notre mandat. Oui, on doit assurer le bien-être des élèves, mais c'est pas dans notre mandat de vérifier tout ce qui est leurs émotions en profondeur, tout ça. Si le but de l'école est vraiment d'éduquer, de socialiser, puis de les aider à apprendre, et de cette façon, on apprend davantage sur nos élèves. Mais en même temps, tu sais, ça leur permet de s'exprimer, des choses qu'ils n'ont normalement pas la chance de faire en classe. Je pense que c'est génial de faire ça dans une école. Donc, encore une fois, l'enseignante a beaucoup apprécié qu'on venait faire les ateliers, qu'on prenait en charge un petit peu ce mandat qu'elle se donnait. Euh, de prendre soin et d'explorer les émotions des enfants. Pour ce que les enfants disaient, c'était parfois un petit peu moins articulé, c'est sûr, mais les enfants disaient, j'ai tout compris, c'était clair, j'étais vraiment à l'aise, c'est sûr, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'était plus facile de créer quand j'avais une idée tout de suite. J'aimerais vraiment ça que le refaire avec vous. Donc, en général, c'était assez positif aussi, ce qui ressortait. Pour les autres éléments de la théorie de l'acceptabilité, les coûts d'opportunité, donc à quel point les bienfaits et les valeurs doivent être abandonnés pour participer à l'intervention, on n'a rien identifié qui devait être mis de côté pour participer. Ensuite, pour l'efficacité, on va en parler un peu plus loin dans les effets de santé mentale. Et pour l'auto-efficacité, les enfants qui participaient à toutes, en fait, ont participé à toutes les activités, créaient vraiment dans le thème. Donc, il y avait quelques enfants qui avaient de la misère avec l'inspiration, mais l'enseignante venait souvent aider un peu, peut-être plus au niveau du langage, la compréhension à ce moment-là. Mais sinon, en général, l'inspiration venait assez rapidement pour la majorité des enfants. Puis, comme je disais, ils ont été capables de se laisser aller dans ce processus de création.
Ensuite, on a vu que l'intervention était perçue comme étant faisable. Donc, au niveau du temps, les enfants auraient voulu plus de temps de création, les enseignantes auraient voulu plus de temps pour la discussion. Donc, on avait toujours un peu des deux qu'on essayait de garder à égalité. Je pense qu'on garderait ça à temps égal. Au niveau de la praticabilité de l'intervention, il n'y a eu aucun besoin de changement durant l'intervention, donc tout s'est bien passé à ce niveau-là. Les matériaux étaient faciles d'utilisation, étaient appropriés, puis ont vraiment permis cette liberté de création. Donc souvent, on avait la plastine et des cure-pieds pour permettre aux enfants de choisir un peu entre les deux. Et au niveau de l'implémentation, c'est sûr que ce qui ressort, c'est que les enseignantes ont beaucoup apprécié que quelqu'un de l'extérieur vienne animer ces ateliers-là. Et donc, pour l'implémentation, je pense que c'est quelque chose qui est important pour elles. Par exemple, une enseignante me dit, oui, mais je pense qu'en faisant ça dans leur classe, on a vraiment vu plus la vraie version des élèves que si on les avait sortis, amenés dans une autre salle. Je pense qu'il aurait pu y avoir des élèves qui auraient pu être plus réticents ou dans l'observation de ce qui se passe autour. Ici, en classe, c'était vraiment comme dans leur environnement, à leur bureau, avec ce qu'ils savent autour d'eux. Et je pense que ça les a aidés. Donc, l'enseignante dit vraiment l'importance d'avoir ça dans la classe parce qu'ils sont déjà à l'aise. Ensuite, au niveau de la santé mentale des enfants, on voit que ça a effectivement vraiment permis cette expression émotionnelle. Il y a une élève qui nous dit l'art peut être utilisé pour s'exprimer un peu. C'est, certaines personnes s'expriment à travers le dessin, d'autres à travers des activités, d'autres à travers la danse, des trucs comme ça. Mais pour moi, pour vraiment m'exprimer, tu sais, quand tu es tranquille et tu es triste, des trucs comme ça, tu peux en parler à personne. Ben, je dessine tout le temps pour me changer les idées. Pour moi, c'est vraiment agréable de dessiner et de faire des activités avec vous. Donc, ce qui ressortait aussi, c'est qu'elle a appris qu'elle pouvait utiliser le dessin comme genre de façon pour réguler ses émotions et les exprimer. Il y a un autre élève qui me dit, les activités artistiques m'ont aidé à contrôler un peu mes émotions. Parfois, j'ai beaucoup de colère, beaucoup de stress et tout ça. Je n'arrive pas à me contrôler. Mais ça m'a fait contrôler davantage mes émotions. Je ne sais pas vraiment comment les activités ont aidé ça, mais c'était quand on faisait une activité comme la plasticine, danser, n'importe quoi. Ben, je voulais le faire. Mais si on ne voulait pas le faire, c'était pas obligatoire. Mais vraiment, les activités étaient géniales. Donc, représentatif aussi de nos petits qui vont dans plusieurs directions, mais aussi qu'il y en a qui ont identifié, qui étaient capables de justement exprimer, peut-être un peu contrôler leurs émotions. Ensuite, on a aussi vu que le soutien de santé mentale passait un petit peu par le défi. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, les activités qui étaient un plus grand défi étaient aussi celles qui étaient le plus appréciées. Donc, euh, le dessin moche, par exemple, c'était un défi. Il y a un enfant qui est vraiment sorti de sa carapace, qui parlait jamais en classe, puis qui est venu, puis qui a dansé devant la classe, puis les enseignants étaient comme, voyons donc, je comprends pas, il parle jamais. Mais là, il a été capable de communiquer de cette façon-là. Donc, autant la danse était un défi, autant ça ressortait comme une des activités préférées des enfants. Donc, quelque chose d'intéressant là. Au niveau de l'autodétermination, je vais peut-être pas lire toutes les verbatims parce que je veux m'assurer d'avoir un petit peu de temps pour discuter de tout ça. Mais on a vu quand même qu'il y avait un soutien de l'autonomie. Euh, les enseignantes l'ont reconnu. Les enfants, c'était un peu plus dur d'explorer ces concepts-là, mais de nos données d'observation, on voyait vraiment qu'il y a eu une augmentation de ce sentiment d'autonomie-là. Ils demandaient moins de, de conseils, ils demandaient moins quoi faire avec le temps. Euh, Ensuite, au niveau de la compétence, les enseignantes aussi nous disent que le sentiment d'accomplissement, de confiance en soi revenait souvent. Puis de ne pas avoir ces attentes-là quant à l'art a un peu changé la façon dont les enfants voyaient tout ça et que ça s'est même vu en classe après.
Et au niveau de l'affiliation, les enfants se sont sentis vraiment connectés. Je vais vous présenter plus ce verbatim-là d'une enseignante qui dit, quand ils ont fait un demi-cercle, ils ont dû se lever pour aller faire leur chorégraphie. À travers le regard des autres, voir un sourire, je pense que d'avoir vraiment le regard de chacun sur sa propre personne, eh bien, je pense que ça peut effectivement aider à se sentir connecté. Parce que oui, ils sont assis dans la classe, oui, on vit des moments, on fait des ateliers, on a plein de choses variées dans la classe, mais c'était comme sous le spotlight, si je peux dire. Puis être applaudi, être complimenté. Wow, ce que tu as fait, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Ça peut juste venir réveiller plein de belles choses en eux. Et c'est vraiment ressorti dans nos données d'observation. Ce moment-là, c'était magnifique. Les enfants allaient présenter chacun leur petite chorégraphie. Puis la façon dont les autres ont réagi ont été vraiment très soutenants. Puis c'était très, très beau à voir. Donc, on voit vraiment cette connexion-là. Comme moi, je vais le faire, moi, je vais me mettre dans le spotlight. Puis les autres voient à quel point ça a de la valeur. Donc, si on regarde un petit peu les retombées, c'est important que les interventions n'ajoutent pas un fardeau aux enseignants-enseignantes qui sont déjà assez débordés. L'intervention était acceptable et faisable selon les paramètres qui ont émergé. Elle semblait aussi soutenir l'expression émotionnelle des enfants avec leurs troubles du langage. C'était un défi initialement, puis c'était plus une source de sentiment de compétence, d'autonomie avec le temps. Il était éventuellement capable de lâcher prise de ses attentes d'esthétique. Et donc, c'est important de faire une intervention qui dure quand même quelques semaines. Et il y a quand même des retombées aussi pour le bien-être des enseignantes, comme elles ont mentionné, d'apprendre à connaître leurs élèves à travers l'art, d'avoir un petit temps de répit en classe aussi était vraiment important pour elles. Ce qui est ressorti aussi comme recommandation des enseignantes, c'était de partager les œuvres avec la famille, mais ça va être aussi intéressant de penser à comment on pourrait faire ça, quelles considérations éthiques sont à prendre en considération. Aussi, éventuellement, de faire une évaluation plus expérimentale de l'intervention, donc pour vraiment, à travers différentes écoles, des données pré-post, par exemple, avec un groupe témoin. De continuer à quand même prendre le point de vue des participants, participantes. Quand on rajoute des activités, on enlève certaines choses, de voir si on est encore dans leurs valeurs, dans leurs besoins. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais de continuer à explorer les états de flow durant la création artistique, donc de voir si on atteint cet état-là et si, au contraire, ce serait peut-être un frein à l'introspection. Je lance des sujets pour la discussion peut-être. Et donc, voilà, on voulait vraiment partager peut-être ce pouvoir transformateur de la création artistique, de l'importance de créer ces espaces sécurisants où les enfants peuvent s'exprimer, exprimer leurs émotions et que parfois la création artistique, c'est plus accessible puis alternatif plus au langage verbal et de créer aussi cet espace pour permettre aux enseignants-enseignantes un moment d'observation pour apprendre à connaître leurs élèves. Alors, merci beaucoup.